Cet après-midi, donc, après avoir abordé ce matin une première table ronde sur la gouvernance, cet après-midi, nous allons compléter notre champ d'analyse avec deux thématiques complémentaires, avec des innovations de nature différente, à savoir une thématique d'abord RH et ensuite une thématique plus numérique. Donc sur la table ronde de ce début d'après-midi, nous accueillons trois types d'interventions. Une première, Madame Gérard Courreau, qui nous vient du département du Nord, sur une étude qu'elle a réalisée, bien sûr dans le cadre RH, sur un benchmark à l'échelle territoriale. Elle présentait justement des pratiques de collectivités qui tendent vers l'innovation managériale. Ensuite, l'intervention de Madame Lacaze, qui est à ma droite, qui fera une intervention sur une démarche qui s'appelle InnovaBrive 2018. Elle nous dira ce qu'est InnovaBrive. Et enfin, ma collègue Fatema Safi Godino, associée à Cyril Klech de Sofaxis, qui présenteront les résultats d'une étude qu'on a menée il y a quelques mois maintenant sur la situation professionnelle des agents territoriaux, et on vous expliquera de quoi il en retourne, notamment sur l'analyse des facteurs déterminants de l'absentéisme. J'en dis pas plus. Donc voilà, trois analyses. Comme on en a l'habitude, même si tout le monde n'est pas arrivé et compte tenu du retard que nous avons déjà, je vous propose de commencer par la petite vidéo d'introduction de la table ronde, si j'ai du son. La qualité de vie au travail en 2 minutes. C'est quoi la qualité de vie au travail ? La qualité de vie au travail est une notion englobante permettant d'aborder un grand nombre d'aspects de la vie au travail. D'abord, le travail lui-même, que cela soit dans la qualité de son contenu, de ses conditions matérielles d'exercice, de ses modalités d'organisation ou de ses conditions d'emploi. Ensuite, le système de relations sociales dans lequel le travail s'insère, notamment par la qualité du soutien social de la part des collègues ou la qualité des circuits de communication. Enfin, le pouvoir d'agir des individus, notamment par le sens de leurs actions, ainsi que leurs modalités d'organisation. Dans cette perspective, la qualité de vie au travail désigne et regroupe les actions qui permettent de concilier à la fois l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents, mais aussi, au final, la qualité du service public. En d'autres termes, elle vise conjointement la santé, le bien-être au travail et la performance publique. Pourquoi améliorer la qualité de vie au travail dans les collectivités ? Les collectivités territoriales sont actuellement au cœur de nombreuses mutations, induisant des tensions importantes au niveau des conditions de travail, du contenu du travail, de la santé au travail tant physique que mentale, de la qualité des relations interpersonnelles ou encore de la performance des ressources humaines. Dès lors, s'engager dans une démarche de qualité de vie au travail permet, au-delà de la réponse aux obligations réglementaires, accord de la qualité de vie au travail, d'anticiper les mutations des collectivités, de réinvestir le dialogue social et professionnel, de prévenir les problèmes de santé au travail, de résoudre les problèmes de désinvestissement professionnel ou encore de renforcer la créativité. Comment mettre en place une démarche de qualité de vie au travail ? Pour mettre en œuvre une démarche de qualité de vie au travail, 4 étapes semblent nécessaires. Tout d'abord, la conception de la démarche, en appréhendant le contexte de la collectivité, en identifiant les objectifs de la démarche ou encore en organisant ce projet. Ensuite, le diagnostic de l'existant, en identifiant les problématiques inhérentes à la collectivité ou en diffusant un questionnaire aux agents, tout ceci dans le cadre d'une démarche participative. Aussi, l'expérimentation de solutions, en définissant et mettant en œuvre un plan d'action adapté. Et, enfin, la pérennisation de la démarche en mettant en place des modalités de suivi du plan d'action dans le temps. En conclusion, la qualité de vie au travail semble constituer une démarche d'actualité permettant aux collectivités locales de s'adapter au nouvel environnement de travail de leurs agents. Malgré des pratiques locales en cours d'évolution, elle reste une source d'innovation importante pour les collectivités locales. Malgré ces premiers éléments, plusieurs questions restent toutefois en suspens. Comment réduire l'absentéisme et améliorer la performance RH dans les collectivités locales ? Comment mieux piloter l'innovation
et le changement local dans un contexte contraint. Deux questions auxquelles nous essaierons de répondre aussi tout à l'heure après les interventions des différentes personnes que j'ai déjà présentées tout à l'heure. Donc je vous propose qu'on commence directement par Madame Gérard Courreau qui va nous présenter justement son benchmark réalisé au niveau national. Donc je lui donne la parole et la manette sans plus tarder. Je vais me mettre aussi debout parce que je vais être plus à l'aise pour regarder l'écran en même temps. Donc, je vous présente donc l'étude que j'ai menée l'année dernière. Donc, la particularité, c'est que j'ai mené cette étude dans le cadre d'une formation continue, puisque l'année dernière, dans le cadre d'un Master 2 au niveau, à l'IAE de Lille, sur manager territorial et management de l'innovation avec M. Dupuis, j'ai eu la chance de réaliser cette étude et voilà, qui porte sur le défi de transformation des collectivités publiques à partir de son capital humain. Donc la problématique de départ qui m'a été donnée par le département du Nord était sur un centre de ressources internes. Le département du Nord s'interrogeait en se disant comment et dans quelle mesure un centre de ressources internes peut-il répondre aux enjeux institutionnels, aux enjeux actuels et permettre une forme d'agilité et un levier d'agilité pour une collectivité dans un environnement complexe. C'était la question de départ. Donc, par rapport à cette question, j'ai mené en premier une enquête intra-département. Je suis allée interroger les agents pour voir un petit peu quelles étaient leurs attentes par rapport à un centre de ressources internes ou à une école interne. Il faut savoir que les écoles internes, c'est quelque chose qui est assez innovant et qui est assez tendance. Il y a quand même beaucoup de collectivités, des grosses collectivités, qui s'interrogent actuellement sur l'intérêt ou l'efficacité de mettre en place des centres de ressources internes. Alors, je dirais sur l'interrogation des agents, je mettrais une certaine représentativité ou une représentativité certaine, puisqu'au niveau du département du Nord, pour vous donner le contexte, au niveau du nombre d'agents, on est 8400 agents. Si on rajoute les assistants familiaux, on est 12 000 agents. Donc ça vous donne un peu la taille de la collectivité et la complexité de mener une telle réflexion et d'avoir une représentativité dans ce contexte. Donc sur l'interrogation, la méthode qui a été choisie, c'était de mener des entretiens ouverts. On appelle ça le chat à mouse. Le principe, c'est de pouvoir utiliser le contenu de ce que les gens me disaient sans révéler leur métier ou qui me disait des informations. Et rapidement, en fait, sur la question de l'intérêt d'une montée en compétences, d'aller sur un centre de formation interne, les agents, en fait, ont tout de suite élargi la question à la capacité de transformation de la collectivité, en disant au-delà de la compétence et de monter les agents en compétences ou de développer notre connaissance, la question, c'est vraiment comment on permet aux agents publics d'évoluer dans un contexte nous permettant de contribuer à la transformation de notre collectivité. J'ai découvert aussi des agents qui étaient très proactifs et très en demande en fait, de pouvoir participer à cette réponse et qui avaient beaucoup d'idées. Et j'ai complété en fait ce questionnaire auprès des agents par un benchmark que je vais vous présenter après, qui portait sur 9 structures. Alors la première question qui a été posée, c'est un centre de ressources internes pour le département du Nord. Oui, mais pourquoi faire et quel est l'intérêt, quelle est la demande, quelles sont les attentes? Les les 4 premières thématiques qui sont sorties, c'est les attentes par rapport à développer de l'intelligence collective. Donc l'intelligence collective, ça renvoie aussi à l'idée de faire ensemble. Détecter les potentiels, ça c'est des choses qui sont récurrentes et qui reviennent souvent dans les collectivités publiques. C'est comment, dans notre masse salariale, on arrive à identifier des personnes qui ont des potentialités et comment on les accompagne dans cette montée en compétences. Surtout qu'il faut savoir qu'actuellement, en moyenne, dans les collectivités publiques, on est sur un parcours de 40 ans. Les fonctionnaires vont travailler 40 ans dans la fonction publique. Donc la question de détecter les potentiels et d'accompagner les personnes ou le fonctionnaire dans son parcours est une vraie question. C'est une question aussi pour l'évolution, l'adaptabilité au niveau des collectivités, mais aussi sur le maintien de la motivation.
Parce que comment on maintient une motivation pour un agent public pendant 40 ans, c'est une vraie question, et ça renvoie aussi à la question de l'employabilité de l'agent public. Favoriser les postures d'innovation, donc là on en parle depuis aujourd'hui, c'est comment à travers un centre de ressources internes, on permet des postures créatives, on permet aux gens de réfléchir, de développer leur capacité de créativité, et aussi d'introduire des nouveaux modes de management. Donc rapidement, par rapport à ces quatre objectifs, est apparu très rapidement qu'au-delà de l'axe compétences, il y avait d'autres leviers sur lesquels il fallait travailler. Et pour viser une transformation de la collectivité, il y avait absolument deux choses qui étaient intrinsèquement liées. C'était d'agir sur l'organisation et en même temps sur l'interaction entre les agents. Et tout ça doit se penser dans un écosystème. Vous ne pouvez pas développer la compétence des agents, commencer à les mettre dans une posture d'innovation, dans une posture de créativité, en les laissant dans un système pyramidal où nous, par exemple, on peut être sur 10 niveaux au niveau de la chaîne hiérarchique. On est encore sur des structures, on l'a entendu ce matin, qui sont vraiment un héritage d'une bureaucratie et on fonctionne vraiment sur des organisations pyramidales. Donc comment on peut monter en compétence les agents ou leur permettre leur évolution sans toucher à l'organisation actuelle. Donc ça, c'est la problématique qui est apparue. Et donc, tout ça dans un écosystème qui est interconnecté. Donc, au niveau du benchmark, j'ai identifié 4 leviers qui pouvaient permettre, en fait, et être actionnés pour viser une transformation au niveau des collectivités en se basant sur le capital humain. L'idée, c'est aussi, aujourd'hui, au niveau de nos collectivités, quand on parle capital humain, on pense à réduction de la masse salariale, nous, on pense à maîtrise de la masse salariale, mais là, l'étude invite aussi à penser fructification de la masse salariale. Votre masse salariale, il y a des entrées, il y a des sorties, il y a des agents publics, comme je vous l'ai dit, qui font en moyenne 40 ans de carrière dans votre masse salariale. Comment on fait pour permettre à ces agents d'être en capacité d'évolution et d'absorber en fait le contexte qui les entoure. Donc là, le premier levier, c'est la compétence. Donc ça, je l'ai développé dans l'article, dans les revues qui vous a été donnée. La compétence, vous verrez, je vais vous donner des exemples, qui ne se pense plus seulement comme de l'apport de connaissances descendants. Le rapport maître-élève ou dans des formations descendantes, commence à atteindre ses limites. On est beaucoup plus sur de l'apprentissage entre pairs, sur de l'apprentissage en faisant, ou même de l'apprentissage en diffusant ses connaissances et en les faisant partager aux autres. L'empowerment, on l'a entendu ce matin à travers l'exemple sur le lab, c'est comment on donne du pouvoir d'agir aux agents publics. Travailler sur la qualité de vie au travail, là vous avez eu toute l'explication au niveau de la petite vidéo, et travailler aussi sur la collaboration. Comment on permet aux agents de développer des réflexes coopératifs et de se penser dans un système où on essaye de faire en sorte que les agents aient des réflexes entre eux, de travailler ensemble en transversal. Donc j'ai observé ces 9 structures et en fonction des actions qu'ils avaient menées, j'ai essayé de classifier pour voir un petit peu où ils en étaient et après je propose de le mettre sur une échelle de la transformation. En sachant que ces 4 axes, ils sont souvent intrinsèquement liés. C'est-à-dire que souvent, quand on travaille la compétence, on va travailler en même temps la collaboration. Donc là, la première présentation que je vous propose, c'est sur le Bas-Rhin. Alors ça fait un peu écho à ce que vous pensez faire sur la commune que vous avez présentée ce matin sur le lab social. Ça, c'est vraiment sur l'empowerment. Ils ont travaillé en fait sur un appel à idées qu'ils ont appelé la Fabrique 67, où en fait ils ont lancé un appel à idées en disant aux agents publics on vous propose de nous lancer ou de nous proposer un projet qui permet d'améliorer collectivement le service rendu ou qui permet de travailler sur le bien-être au travail. À partir de ça, les agents ont commencé à réfléchir, à proposer, alors le critère c'était de le proposer collectivement, des idées et de les soumettre à un jury où il y avait le président qui votait au niveau de ce jury,
Il y a eu 45 contributions et 17 idées qui ont été mises en œuvre. Et sur ces idées, suite à ça, ils ont attribué un budget, ils ont attribué une équipe, ils ont mis à disposition les fonctions support pour pouvoir réaliser ce projet. Et il y a eu aussi des labels coup de cœur. Ça, on le voit aussi, c'est l'importance dans les pratiques innovantes de valoriser ce qu'on dit les success stories. C'est-à-dire qu'à un moment, comment on donne un coup de projecteur sur des choses qui fonctionnent et qui fonctionnent bien et qui sont innovantes. La deuxième proposition sur le benchmark, c'était le Val d'Oise. Alors, je pense que ça va faire quand même écho à plusieurs d'entre vous, parce que si vous vous intéressez un peu au niveau de l'innovation, le Val d'Oise, c'est vraiment l'éthique, la marque de fabrique du département du Val d'Oise, c'est l'innovation. Ils ont eu plusieurs prix en fait de l'innovation, où c'est vraiment inscrit dans le programme de l'administration. Le président met en leitmotiv laisser du pouvoir d'agir. Donc par rapport à ça, ce qu'ils ont mis en place, c'est une école de management interne qu'ils ont travaillé avec une structure privée. Ils ont en interne un sociologue, un data mining, un designer. Donc ça, sur le design de service, ils passent quasiment au crible et ils conçoivent beaucoup de politiques publiques à partir du design de service. Le design de service, en fait, c'est une méthode qui s'attache à l'usage et à la fonctionnalité. C'est-à-dire que plutôt que de penser dispositif, ils se disent, voilà, à partir d'un besoin, comment l'usager va vivre dans ce... Par exemple, ils ont travaillé sur la maison départementale du handicap et ils ont retravaillé complètement la proposition de service de la maison départementale du handicap en associant des usagers et en s'interrogeant sur la fonctionnalité et les besoins de l'usager. Alors sur le design de service, par exemple, ils ont créé une MOOC, donc c'est un programme de formation en ligne, donc vous pouvez y accéder, sur le design de service et comment utiliser le design de service dans la conception de nos politiques publiques. Ils ont aussi travaillé sur une butinerie d'idées. Voilà, l'idée, c'est aussi que chacun puisse amener ses idées et les développer au sein de la collectivité. Et une petite anecdote aussi, par exemple, l'année dernière, ils ont travaillé sur un hackathon. Donc un hackathon, c'est la contraction de hacketer, c'est un terme marketing qui veut dire aller développer un nouveau produit, et une contraction de marathon. Et donc, ils ont proposé aux cadres de travailler sur 22 heures consécutives pour faire une boîte à outils du manager. Donc en fait, ils avaient rendez-vous à 18h avec leur duvet. Ils ont un espace de travail un peu sympa avec des canapés, un bar, une bibliothèque. Et donc les cadres, il y en a eu 40 qui se sont inscrits dedans. Ils sont passés de 18h le soir jusqu'au lendemain. Et le lendemain, en fait, ils ont proposé un projet qui était ficelé avec la boîte à outils du manager. Ils ont passé la nuit ensemble. Alors, ils leur avaient commandé des pizzas, ils avaient fait venir un photomaton. Mais voilà, c'est quelque chose qui a plutôt bien fonctionné et qui a eu l'adhésion des cadres. Après, je vous ai mis la mairie de Paris, qui a un gros programme de transformation qui s'appelle Transfo, où ils ont un laboratoire à idées. Ils ont mené un concours pour des startups. Donc, je vais m'attacher un peu à ça. Ça, c'est aussi sur tout ce qui est développer le pouvoir d'agir. Ils ont lancé un appel à idées en interne en disant « Agents publics, vous avez des idées, vous avez une idée que vous avez constatée dans votre quotidien de travail. On se propose de vous accompagner et de vous aider à monter une start-up pour développer votre projet. » Donc en fait, ils ont fait un appel à idées. Il y a eu 2 agents qui ont été retenus et là, qui sont en train de monter leur start-up. Il y en a un, c'est plus sur tout ce qui est aide à domicile, c'est un attaché. Et il y en a une autre, c'est une animatrice en fait en centre périscolaire qui a proposé de développer une application pour utiliser les espaces sportifs de la ville de Paris. Et donc, ils ont été mis à disposition, ils sont sortis de la collectivité, ils montent leur start-up actuellement et ils ont eu un budget d'allouer pour ça. La ville de Paris a aussi développé toute une culture de relations clients par rapport à la ville. Donc, où ils sont beaucoup dans le participatif et ils partent beaucoup aussi sur le besoin de l'usager. Et ça, je dirais aussi un facteur de réussite, et ce qui peut être intéressant, c'est que par rapport à tout ce programme de transformation, ils ont mis en place aussi une cellule d'écoute. Et ça, on l'a vu tout à l'heure dans la petite vidéo, c'est comment on fait attention à l'appréhension des changements par l'agent public, on intègre les risques psychosociaux, et leur réponse à eux, ça a été de mettre en place un numéro unique.
4-5 minutes. Je me dépêche. Donc, sur le département du Calvados, ils ont mis en place une démarche agile. Ça, c'est intéressant. Ils ont recruté en interne un animateur agile. Je trouve que cette démarche, elle est plutôt intéressante parce que sur une collectivité de 3100 agents, avec un agent qui essaime en fait et qui anime une communauté agile, ils ont commencé à réussir à changer un peu leur manière de faire et à essaimer de l'innovation un petit peu partout. Le principe de l'agilité, en fait, c'est de mélanger tout ce qui est utilisateur, maîtrise d'ouvrage, et on réduit tout ce qui est conception pour associer en fait celui qui conçoit et celui qui utilise. Ça permet de mettre en place des outils qui sont plus efficaces et qui se mettent en œuvre beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'était une photo sur la communauté agile. L'école de l'apprenance, ça c'est un exemple sur le développement des compétences. C'est le Grand Reims qui a regroupé en fait des petites communes et qui s'est interrogé sur comment travailler une culture commune au sein de cette nouvelle entité. Et ils ont travaillé sur une école de l'apprenance où ils travaillent en fait entièrement sur des formateurs internes et des formateurs internes qui donnent des cours en fait à leurs collègues. Ça permet d'essaimer une culture collective et ça valorise aussi les agents. Donc ça, c'est leur catalogue de formation uniquement basé sur des gens en interne qui transmettent leurs compétences et leurs connaissances à leurs collègues. Enfin, je terminerai sur une structure parapublique qui est sncf.com, voyagesncf.com, qui a mené une grosse opération en fait, de transformation. Alors pourquoi cette structure ? Parce que déjà, elle peut avoir des points de similitude avec nos collectivités, puisqu'on est sur une moyenne d'âge d'agents publics qui ont environ 40 ans, quelque chose où il y a un poids des syndicats qui est assez important. Et eux, ils se sont trouvés confrontés à une obligation de passer très rapidement sur une démarche de digitalisation complète. Donc leur idée, ça a été sur 3 ans. Ils ont mené en fait une stratégie sur 4 points. J'ai hashtag digital, hashtag bien-être au travail, hashtag collaboratif, hashtag engagement. Et ils ont lancé toute une stratégie menée par la RH à partir de ces 4 points-là. Donc là, vous pourrez le voir, ils ont retravaillé, en fait, par exemple, pour proposer aux agents des formations sur la méditation pleine conscience, sur la qualité de vie au travail. Ils leur ont proposé gratuitement des applications sur leur téléphone pour travailler cette méditation. Ils leur mettent à disposition des fruits et légumes, par exemple, dans leur bureau. Sur le collaboratif, ils ont travaillé on l'a entendu ce matin, sur des communautés porteuses de bonnes nouvelles. Sur le digital, ils sont passés au tout digital. Il n'y a plus de téléphone chez SNCF Voyage. Et ils ont aussi beaucoup travaillé sur leurs locaux, sur le bien-être au travail et sur le collaboratif. Donc je vais vous montrer 2-3 photos de comment sont les locaux désormais. Donc ça, ce sont les locaux de SNCF Voyage. Donc là, vous voyez, désormais, ils pensent leurs locaux de façon agile. On n'est plus sur un bureau, une personne, on est sur des bureaux en fonction des besoins de la journée. Si j'ai besoin d'une petite salle pour m'isoler et travailler de façon plus conviviale, je me mets dans une petite salle. Après, s'il faut, je m'isole dans quelque chose, dans un bureau fermé. Et ils pensent aussi le bien-être au travail, par exemple, où les agents ont la possibilité de travailler sur des tapis de marche. Et ça, c'est leur passerelle. En fait, c'est le bureau, c'est leur couloir au milieu de tous les bureaux où, en fait, ils permettent aux gens de s'isoler et de travailler différemment puisqu'ils sont tous en open space. Voilà. J'entends que voilà, ça fait des envies ou des interrogations, je ne sais pas. Je pense qu'il y aura des questions, ça. Alors là, c'est ce que je vous proposais tout à l'heure, c'est la frise de transformation. Je ne vous ai pas présenté toutes les démarches parce que je n'avais pas forcément le temps, mais c'est comment aujourd'hui on essaye de mesurer ou de regarder la transformation par rapport aux collectivités. L'idée n'est plus forcément aujourd'hui de faire croire aux gens, enfin de parier en disant aux gens on vous accompagne sur un changement. Qui saura dire aujourd'hui quels seront les grands schémas structurants pour dans 3 ans ? On le voit tous dans nos collectivités. Prédire l'avenir dans un monde incertain où les choses bougent très rapidement, ça devient compliqué. Donc l'idée, désormais, moi ce que je propose, c'est d'aller sur viser l'évolution permanente et de plus proposer aux gens de changer. C'est de dire aux personnes et aux agents publics, nous on le teste sur notre collectivité, aujourd'hui vous faites comme ça, c'est bien, ça a été certainement bien pendant un moment, mais est-ce qu'on pourrait faire autrement ?
Est-ce qu'on pourrait s'améliorer? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut modifier? Et comment on voit l'avenir? Ça, c'est la première phase. Et ce qu'il faut, c'est rapidement leur proposer d'aller sur une phase d'expérimentation. Leur dire, OK, vous pensez que ça peut être amélioré? Bah, d'accord, on se met à 2-3 sur un service. On essaye toujours de le faire à une petite échelle et de tester. On fait des périodes de test. Qui dit test dit aussi s'autoriser au renoncement, c'est-à-dire on teste, ça marche pas. On adapte, on transforme, et vraiment de dire aux gens, voilà, on vous accompagne par rapport à ça. L'idée, c'est pas de tout changer. Ceux qui veulent viennent tester avec nous. Et l'idée, c'est toujours faire appel au volontariat. Ceux qui veulent tester, on teste. Et après, c'est se baser sur l'effet contamination. Une bonne idée, on peut croire que les agents entre eux vont parler ensemble d'une bonne idée. Vous n'avez pas grand-chose à faire en général, juste de valoriser ce que je disais tout à l'heure, les success stories. C'est-à-dire que les gens, quand ils ont une bonne idée, ils en parlent à leurs collègues et ils se contaminent entre eux. Et l'idée, après, c'est de basculer vraiment vers des phases de transformation. Et là, c'est là où est la difficulté, c'est d'aller ancrer dans des nouvelles habitudes de travail. Voilà. Et en fait, je terminerai en disant simplement que je pense qu'aujourd'hui, le risque n'est pas dans le changement, parce que souvent, dans nos collectivités publiques, on pense le changement comme un risque en disant, oh là là, comment je vais faire adhérer au changement les agents? Aujourd'hui, je pense qu'au regard de l'environnement, ce matin, on en a parlé, un environnement législatif qui bouge, un environnement budgétaire très contraint. Le risque est vraiment dans l'immobilisme et que les collectivités restent dans une forme d'inertie face à un environnement qui bouge de façon très rapide. Voilà. Merci. Merci, Mme Corot. On reviendra sur cette intervention, je pense, avec des questions. Vous pouvez déjà préparer. Deuxième intervention, Mme Lacaze, sur la présentation de ce qu'est Innova Brive. On va prendre un peu de distance par rapport au nord et redescendre un peu dans le sud. Voilà, exactement. Donc, je vais vous parler donc, de ce dispositif qui est en cours à Brive, donc au sein des services de la ville, mais aussi de l'agglo et du CCAS, sachant que la ville de Brive, c'est une ville de 47 000 habitants, l'agglo représente à peu près 109 000 habitants, et en personnel, ville, agglo et CCAS, on représente à peu près 1900 agents, avec des problématiques qui sont les mêmes que celles que connaissent la plupart des collectivités, la réduction des dotations et des budgets, les réformes territoriales et puis la présence accrue, la participation accrue des citoyens par rapport aux services. Et aussi le fait dans notre contexte particulier d'avoir mené à la fois la mutualisation des services, la réforme et l'harmonisation des règles sociales et humaines au sein de la collectivité, de nos 3 collectivités donc, et puis la remise à plat de tous les entretiens d'évaluation et la mise en place d'une prime au mérite qui a quand même pas mal entraîné de changements au sein de notre collectivité et qui a nécessité donc la prise en compte, de l'évolution de notre paysage qui du coup est complètement différent et qui nous ouvrait la nécessité d'évoluer et de faire avancer nos organisations. Et c'est la commande qu'a passée le maire, notamment aux agents, mais surtout au cadre de la collectivité, auquel il a été demandé, pour une fois et pour la première fois justement, puisque ce n'était pas dans notre habitude, de réfléchir justement par rapport à ces évolutions aux forces et faiblesses et aux pistes d'innovation possibles par rapport à ce contexte d'évolution, sachant que l'objectif était de travailler de façon collaborative et en même temps d'arriver à faire évoluer notre culture interne qui était des habitudes de travail extrêmement verticales, extrêmement en silo, disons, et d'évoluer vers quelque chose de beaucoup plus transversal et de collaboratif, ce qui n'était pas dans nos habitudes, puisque nous avons peu, nous, l'occasion, les cadres, de nous retrouver et de discuter sur des thématiques stratégiques qui dépassent nos métiers particuliers. Voilà. Donc voilà, est née de cela l'idée d'Innova Brive, avec un préalable qui a été le séminaire introductif de juin 2017, qu'on a développé donc avec la chaire Optima, qui avait pour objectif de commencer à discuter et afin de ramener les choses dans un contexte plus global, de se dire qu'il n'y avait pas que Brive qui avait ce genre de difficultés, que toutes les collectivités étaient soumises à ces évolutions-là, et d'avoir donc des pistes et des exemples tels qu'ils pourraient être développés dans d'autres collectivités. Voilà. Donc ça, c'était le premier séminaire de juin 2017 qui préfigurait en fait la suite, c'est-à-dire le séminaire de lancement, donc ce travail qui a été réalisé donc avec les 80 cadres de la collectivité, donc qui sont à la fois directeurs, chefs de service, mais aussi chefs de pôle et encadrants d'équipe. Voilà, que l'on a réunis pour un séminaire dans lequel il a été demandé
comment adapter nos actions et priorités en fonction des besoins et satisfactions des usagers, citoyens et les évolutions actuelles. Sachant que l'objectif, c'était à la fois de travailler en plénière, mais aussi en sous-groupe, des sous-groupes que l'on avait constitués de façon à mélanger les uns et les autres, parce qu'on savait que parmi ces 84, certains ne se connaissaient pas et n'avaient pas encore eu l'occasion de travailler ensemble. Donc les sous-groupes ont été construits hors hiérarchie, bien sûr. Il n'était pas question que les uns et les autres soient à la même table que leur directeur ou leur référent. Et puis en mélangeant les services techniques, les services administratifs, les spécialités et les métiers, de façon à ce que les uns et les autres puissent se connaître. Et c'est d'ailleurs un des premiers atouts de cette journée-là, a été justement de permettre à des gens de poser des visages sur des noms, ou même de se rencontrer pour la première fois, ce qui est déjà un grand pas pour nous. Voilà. Ce séminaire a fonctionné. Donc le matin, on a identifié les problèmes et les difficultés. L'après-midi, on a établi les propositions et les solutions. Ça a fonctionné sous la forme des ateliers boule de neige, c'est-à-dire qu'on a d'abord travaillé de façon individuelle, puis à 2 ou 3, puis par groupe, et ensuite de façon en plénière, chacun rapportait ce qui avait été décidé au sein de son groupe. Et à l'issue de la journée, donc, sont apparus les 6 axes d'innovation qui, au jour d'aujourd'hui, font partie de la démarche et sont pour l'instant à l'étude parmi les groupes. Ces 6 axes d'innovation étaient les suivants. Il y avait la demande relation usagers, les questions de prospective et de planification, les process, l'organisation, les modes projet et la qualité de vie au travail. Donc on s'est rendu compte d'emblée que, bien sûr, les problématiques internes étaient assez prédominantes pour l'instant, mais voilà, ça fait partie du contexte de notre collectivité et il était important de toute façon d'y passer du temps avant d'être sur des problématiques plus ouvertes vers l'extérieur. À la suite de cette journée, donc du 7 décembre, a pu se mettre en place tout le format de la démarche avec la création du comité de pilotage qui est composé donc du DGS, des 3 DGA, des élus RH, donc celui de l'agglo et celui de la ville, de la chaire Optima donc aussi, et de la direction des actions transversales. Ce comité de pilotage a établi la feuille de route du dispositif, a validé les 6 axes d'action d'innovation tels que je vous ai présentés précédemment, et a déterminé donc la création de 6 groupes projets par axe d'innovation, sachant que chaque groupe projet qui va porter un axe d'innovation a la possibilité, au sein de sa démarche, de mettre en place des groupes de travail qui ont pour objectif de permettre à d'autres agents de la collectivité d'apporter aussi leurs propositions et leurs précisions par rapport aux feuilles de route et aux fiches actions. Donc en fait, 6 feuilles de route pour 12 à 15 fiches actions, sachant qu'on a fixé comme objectif au groupe projet de prévoir 2 à 3 actions par axe d'innovation, parce que voilà, il valait mieux en faire moins, mais les faire bien. Les livrables ont été fixés aussi dans la feuille de route du comité de pilotage. Donc la feuille de route, je vais passer rapidement, mais elle regroupe le contexte, la problématique traitée, les finalités de l'axe d'innovation qui sont portées par le groupe, la présentation de 2 à 3 actions, des acteurs concernés, le calendrier, les moyens et les livrables qui seront concernés et qui seront mis en route. Les fiches actions reprennent le contexte de l'action, ses finalités, sa présentation en termes de contenu, de process et de tâches, l'organisation possible de l'action, quel sera le service pilote, le chef de projet, l'élu référent, les contributeurs éventuels, les moyens nécessaires et les indicateurs de suivi. Voilà. Donc voilà, vous avez une idée du planning, sachant qu'on en est à la phase donc avril-août de rédaction des fiches actions. Donc le premier copil a eu lieu, les groupes projets ont monté leur feuille de route. Sachant que les groupes aussi qui ont été créés pour ces groupes projets ont été créés de façon à assurer la mixité des expériences et des origines, de façon à ce qu'on soit vraiment dans des regards croisés. Donc là, actuellement, ils en sont à la rédaction des fiches actions et donc à la possible mise en place de groupes de travail avec l'ensemble des agents de la collectivité, pour ceux qui le souhaitent, sachant que tout ça est accompagné par des articles au sein du journal interne et l'ouverture d'un espace sur la plateforme intranet de la collectivité, d'espace où les agents pourront poster des propositions et des précisions sur les thématiques qui seront mises à la discussion. Voilà. L'objectif étant au final, au mois de septembre, de développer un plan d'action qui sera présenté aux élus et au préalable qui sera rediscuté aussi en plénière avec l'ensemble des groupes pour qu'il y ait aussi un échange sur ce que les uns et les autres auront travaillé pour que voilà, l'information continue à passer entre les uns et les autres.
Donc parmi les axes d'innovation, juste pour préciser, pour mettre du sens derrière les titres, donc dans la demande relation usager, ce qui est sorti, ce sont les éléments qui sont sortis au séminaire du 7 décembre. C'est-à-dire que tout le travail des groupes projets s'est fait sur la base de ce qui était remonté à cette journée-là, puisque tout a été conservé et transmis pour approfondissement. Donc c'est la simplification des démarches, la réduction des délais de réponse, la valorisation des actions auprès de la population, la prospective et la planification travaillent sur la priorisation des actions stratégiques ou quotidiennes, la meilleure connaissance des besoins de la population, la planification et intervention technique, sachant qu'on a une problématique particulière qui est le fait que le service qui s'occupe des conseils de quartier, la vie des quartiers, a une prépondérance énorme sur les services techniques, avec une perturbation vraiment de leur travail en termes de planification par rapport à ça, donc un problème vraiment à régler par rapport à ça. L'axe 3, process, travaille sur la simplification des modes de fonctionnement, le développement de la culture commune, la démarche qualité. L'organisation, eux, ils sont partis beaucoup sur la question de savoir où doit se prendre la décision, quel est le bon niveau, parce qu'ils sont très soucieux des pertes de temps dans la circulation de l'information, mais aussi dans la prise de décision. Le mode projet travaille sur la mise en place de la culture commune de conduite d'action en mode projet. Il travaille sur des idées de plateforme, voilà, de kits qui seraient mises à la disposition des uns et des autres pour développer l'habitude de la culture en mode projet. Et l'axe 6, QVT, travaille sur la valorisation de la fonction de manager et l'amélioration de la cohésion des équipes. Quelques exemples d'actions qui ressortent. Sur l'axe 1, demande de relations usagers, je sais que ce groupe-là travaille notamment pour l'instant sur la qualité de l'accueil. Et à l'idée d'aller à la rencontre des personnes dans les quartiers pour proposer les services de l'administration. Prospective planification, ils sont sur la planification des actions récurrentes et nouvelles, la création d'une cellule de gestion de projet. Sur la dématérialisation des procédures, c'est l'axe 3, process, qui travaille aussi sur la question d'un projet d'administration. Dans l'organisation, ils sont bien sûr donc sur la simplification des circuits de décision, le mode projet sur la plateforme guide mode projet, je l'avais déjà dit en fait avant, j'avais été plus vite. La QVT, eux, leurs actions sont sur l'école de formation interne dont vous parliez finalement, voilà, qui correspond au fait qu'on a constaté que la plupart de nos agents avaient beaucoup de difficultés à se déplacer pour partir en formation. Donc c'était aussi pour répondre à ça, et parce qu'on sait aussi que beaucoup de nos agents ont des compétences qu'ils utilisent parfois pour le CNFPT, et on voudrait aussi en profiter en interne. Ils travaillent aussi sur les séminaires de cadre et les journées de cohésion. Voilà. En gros, les quelques actions qui sont aujourd'hui à l'analyse, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui traitent aussi beaucoup de la valorisation des métiers, la valorisation des actions par rapport à l'usager et par rapport à l'extérieur, et aussi beaucoup de questions de temps, c'est-à-dire prendre le temps d'échanger, prendre le temps de discuter, de travailler en commun sur un certain nombre de choses, ce qu'on ne s'autorise pas suffisamment, enfin, c'est ce qui ressort un petit peu des discussions. Sachant qu'au jour d'aujourd'hui, on n'est vraiment qu'au début de l'action, mais l'objectif, c'est quand même d'être hyper bon dans la mise en place des actions qui seront sorties, parce que c'est ce qui permettra aussi de valoriser et de permettre le fait que les uns et les autres qui se sont intégrés dans ce dispositif soient convaincus de son utilité et de son efficacité. Voilà. Donc, en fait, le plus dur est à venir, je crois. Voilà. Merci, Madame Lacaze, de cette autre expérience. On va finir avec l'intervention de ma collègue Fatema Safi et Monsieur Klech sur une étude qu'on a menée qui fera le lien entre ces deux expériences et une étude nationale qu'on a menée ce dernier semestre, qui a été menée en partenariat avec Sofaxis et le SNDGCT. Une enquête où on a obtenu, ils vont le dire je crois, mais plus de 1000 réponses. Donc c'est combien ? 1226. Voilà, c'était pour vous dire la significativité des résultats. Je vous laisse la parole. Bien, donc bonjour à tous. Nous allons en effet vous présenter les résultats d'une enquête nationale sur la situation professionnelle des agents territoriaux que nous avons réalisée en novembre 2017 au sein de la chaire Optima et en collaboration avec le CNDGCT et Sofaxis. Nous allons rapidement revenir sur le contexte ayant donné lieu à cette enquête et à nos questionnements de recherche. Je ne vous apprends rien, hein, les collectivités territoriales traversent depuis un certain temps des heures un peu difficiles, prises en étau entre un contexte de changement structurel, organisationnel, managériel et un contexte de fragilisation sociale
marquée par une dégradation du bien-être des agents territoriaux et un accroissement de leur absentéisme. Oui, en effet. Alors, le panorama des absences publié par Sofaxis sur les tendances 2016 sur la question de l'absentéisme révèle un taux d'absentéisme dans la fonction publique territoriale de 9,5%, dont près de la moitié en maladie ordinaire. Donc, c'est vrai que nous, en tant que courtier en assurance du personnel, nous avons souhaité nous associer à cette étude parce que nous portons un grand intérêt aux questions d'absence pour raison de santé, à la qualité de vie au travail, on en a précédemment parlé. Et que notre valeur ajoutée, en effet, sur cette étude, ça a été, au travers des différentes missions de conseil et des accompagnements que nous réalisons, d'apporter un éclairage sous la forme de retour d'expérience au regard de l'étude qu'on vous présente ici. Donc, par rapport à ce contexte territorial, nous nous sommes demandé quels étaient les facteurs qui agissaient positivement ou négativement sur l'expérience professionnelle des agents territoriaux et sur leur performance individuelle. Pour ce faire, les agents territoriaux ont été interrogés sur 4 grandes dimensions de leur environnement de travail. La première dimension, moi et mon travail, étudie la relation qui unit l'agent à son travail en le questionnant sur 3 grands éléments. D'abord, ses caractéristiques d'emploi, telles que par exemple l'autonomie au travail. Ensuite, les moteurs psychologiques qui alimentent son lien au travail, tels que par exemple la satisfaction globale au travail. Et enfin, sur ses comportements à l'égard du travail, à savoir l'absentéisme et le présentéisme. L'absentéisme est défini ici comme la non-présence physique d'un individu sur son lieu de travail pour des raisons de maladie hors congé maternité. Le présentéisme, au contraire, se définit comme la renonciation à un jour d'absence maladie alors que son état de santé le nécessiterait. La deuxième dimension, moi et ma collectivité, étudie la perception qu'a l'agent des pratiques de sa collectivité. Pour ce faire, ils ont été interrogés sur leurs sentiments face à la confiance, à la justice et au soutien organisationnel. La troisième dimension, moi et mon environnement de travail, étudie la qualité des relations interpersonnelles qui peuvent aider un agent à mener à bien son travail. Dans cette perspective, ils ont été interrogés aussi bien sur la qualité du management déployé que sur les pratiques de ressources humaines, aussi bien en matière d'accompagnement au changement que de soutien social ou d'évolution professionnelle. Enfin, la dimension moi et mon ressenti au travail appréhende plutôt l'impact du contexte général de travail sur les comportements et attitudes au travail. Dans cette perspective, les agents territoriaux ont été interrogés sur leur niveau d'épuisement professionnel, sur leur niveau d'implication organisationnelle ou encore sur leur niveau de bien-être, par exemple. Nous allons vous présenter les résultats par grande dimension, en commençant par la dimension « moi et ma collectivité » qui rassemble les opinions les plus négatives de l'étude. Ça veut pas? Mais j'appuie où? Je vais le laisser. Donc, sur la dimension « moi et ma collectivité », plus spécifiquement, les agents territoriaux ont une perception modérément appréciée de la confiance et de la justice organisationnelle. Concernant la confiance organisationnelle, s'ils mentionnent avoir confiance dans les capacités de leur collectivité, avoir confiance dans les compétences de leur collectivité, dans sa capacité à mener à bien ses projets. Par contre, ils dénoncent leur faible implication dans les projets de la collectivité, dans les changements de la collectivité. C'est en effet une demande récurrente des agents d'être associés au changement, et on l'a vu aussi dans les témoignages précédents, cette dimension participative. Alors, au-delà d'anticiper une conduite du changement et de faciliter un déploiement à venir, ça permet aussi d'apporter une dimension plus opérationnelle aux changements qui vont avoir lieu et aux actions qui vont être proposées, et qu'elles soient en effet mieux acceptées et avec plus de sens perçu par les agents. Sur la justice organisationnelle, encore une fois, si les agents mentionnent être traités avec respect, dignité, politesse de la part de leurs supérieurs hiérarchiques, ils dénoncent toutefois un certain nombre de dysfonctionnements organisationnels. Parmi ces dysfonctionnements organisationnels sont pointés des problèmes de communication interne avec des explicitations, des informations peu pertinentes
notamment sur le fonctionnement interne et les orientations de la collectivité, et sont aussi mis en exergue des problèmes sur les pratiques et procédures de management à l'échelle de la collectivité. Dans ces cas-là, ils énoncent des pratiques et des procédures mises en œuvre de manière incohérente à l'échelle de la collectivité, peu reconnaissantes des efforts au travail et qui, dans leur mise en œuvre, ne respectent pas toujours des règles d'ordre moral et éthique. Dans les diagnostics sur le climat social, c'est vrai qu'on reçoit, nos consultants reçoivent un certain nombre d'agents en entretien pour aborder ces sujets-là, les problématiques managériales, et qu'il est quand même souvent, la plupart du temps, évoqué la question de l'équité de traitement, et les agents expriment en effet ce sentiment d'iniquité de traitement. Et ça va venir quand même assez rapidement dans la relation, polluer la relation managériale avec une perte de confiance à terme. Et au fur et à mesure de l'évolution de la situation, si en effet on ne corrige pas le tir assez tôt, on a une dégradation et une perte de confiance qui va s'installer sur différents échelons pour se traduire ou se terminer par un désengagement vis-à-vis de la collectivité qui n'aura pas su garantir ou préserver un cadre bienveillant dans l'organisation du travail. Ce constat explique du coup la perception relativement dégradée qu'ont les agents du soutien de leur collectivité. Ils expriment à ce niveau-là le fait que leur collectivité ne prend pas en compte aussi bien leurs valeurs et objectifs professionnels que personnels, qu'elle ne valorise pas leur effort au travail et qu'elle se soucie bien peu de leur bien-être au travail. En opposition à la dimension « moi et ma collectivité », la dimension « moi et mon travail », je te laisse gérer, David, parce que là, la dimension « moi et mon travail » rassemble les opinions les plus favorables, bien que des disparités existent quand même entre les dimensions. Concernant les caractéristiques d'emploi, les agents manifestent une satisfaction extrêmement importante quant à l'autonomie qui leur est octroyée dans leurs tâches. Par contre, ils dénoncent une surcharge de travail qui se manifeste aussi bien dans la quantité de travail à réaliser que dans la pression temporelle qui leur est mise pour effectuer ces tâches. Sur la tension de rôle, leurs perceptions sont plus mitigées parce que s'ils énoncent travailler sans ambiguïté de rôle, c'est-à-dire avec des consignes, des responsabilités, des attributions clairement définies, en revanche, ils mentionnent travailler dans le cadre d'un conflit de rôle, c'est-à-dire avec des demandes contradictoires, des injonctions paradoxales provenant de plusieurs personnes simultanément, leur laissant peu le choix au final de se positionner sur leur travail. Concernant les moteurs psychologiques qui alimentent leur lien au travail, tous les voyants sont ici au vert. L'étude montre que la motivation des agents territoriaux est aujourd'hui encore intacte, qu'ils ont une très bonne perception de leur performance au travail et une satisfaction globale à l'égard de leur travail qui est plutôt positive. Ces éléments positifs trouvent leur source aussi bien dans le sentiment d'avoir les capacités d'atteindre les objectifs du travail que dans le fait de satisfaire un travail qui est utile, valorisant et significatif. Concernant les comportements au travail, loin des idées reçues sur les agents territoriaux, l'étude montre que ces derniers manifestent un présentéisme extrêmement important au travail. Plus de la moitié des répondants déclarent venir travailler avec une santé défaillante et ils sont quasiment autant à énoncer qu'ils ne prennent pas de congé maladie pour un trouble de santé passager. Concernant l'absentéisme, encore une fois, l'étude montre qu'on a un relatif équilibre entre les absents et les non-absents. Pour les absents, nous avons réussi à distinguer deux types d'absentéisme spécifiques, un absentéisme ponctuel et un absentéisme médical. L'absentéisme ponctuel se caractérise par des fréquences et des durées courtes d'absence pour des motifs de maladie et il est très souvent assimilé à un absentéisme qui est volontaire lié à des dysfonctionnements organisationnels. Alors, sur les arrêts de courte durée, en termes de statistiques, c'est vrai qu'ils représentent une faible part du coup des absences. Pour illustrer, les arrêts aujourd'hui sur l'échantillon qu'on exploite de plus de 18 000 collectivités, les arrêts de 1 à 7 jours en maladie ordinaire représentent plus de la moitié des arrêts en maladie ordinaire, donc en nombre. Donc c'est plus de la moitié des arrêts en maladie ordinaire qui sont compris entre 1 et 7 jours. À l'inverse, donc sur les coûts directs, ils ne représentent même pas 4%. Donc c'est pas tellement sur les coûts directs, en effet, que va être le sujet sur ces arrêts-là, c'est sur les coûts indirects, où là, en effet, ils ont une part et un impact beaucoup plus fort de par leur caractère
des organisateurs dans l'organisation du travail, de par leur impact sur le reste du collectif, et sur potentiellement donc l'impact sur la qualité du service rendu à l'usager. Sur l'absentéisme médical, qui est la deuxième forme d'absentéisme prépondérante dans la fonction publique territoriale au regard de notre échantillon, il se caractérise plutôt par des arrêts motivés par des maladies longues ou graves. Ce résultat n'est pas incohérent par rapport au présentéisme que manifestent les agents, la littérature nous apprenant ici que face à un présentéisme, l'agent dénie parfois de réels problèmes de santé et que sur le long terme, on arrive, en raison d'un présentéisme, à une dégradation effective de la santé au travail et du coup à une manifestation d'un absentéisme qui est beaucoup plus long et associé à des maladies personnelles pour le coup. Sur cette question du présentéisme, j'ajouterais qu'on distingue quand même, ou qu'on voit une disparité importante selon la taille des collectivités, en tout cas sur les phénomènes d'absence et sur les indicateurs qu'on peut observer. On a des phénomènes qui sont complètement différents. C'est-à-dire que plus la collectivité est petite, plus on va tarder à s'arrêter. Donc plus on va attendre, et lorsqu'on va s'arrêter, en effet, on va s'arrêter plus longtemps que dans une structure de taille plus importante. Quelques indicateurs pour illustrer cela. Sur les collectivités de moins de 10 agents, lorsqu'on s'arrête en maladie ordinaire, on s'arrête 28 jours. Sur une collectivité de plus de 150 agents, lorsqu'on s'arrête, on s'arrête 16 jours, donc à peu près 2 fois moins. À l'inverse, donc là on est sur des durées, donc des gravités d'arrêt. À l'inverse, sur l'indicateur de fréquence, c'est-à-dire le nombre d'arrêts qu'on va constater, on a un inversement proportionnel, c'est-à-dire que plus la collectivité est de taille importante, plus on constate un nombre d'arrêts important, avec des ratios qui sont à peu près identiques. Sur la troisième dimension, moi et mon environnement de travail. Ah, t'as vu, c'est pas moi. Sur moi et mon environnement de travail, ici on a des agents qui expriment une perception plutôt bonne de leur environnement direct de travail, en déclarant en effet pouvoir mettre en œuvre leur travail de manière quotidienne dans une ambiance d'entraide, de coopération, de participation, aussi bien avec leur manager de proximité qu'avec leurs collègues. Par contre, dès lors qu'on rentre sur une perception de l'environnement global du travail, attaché davantage au fonctionnement de la collectivité, les agents mentionnent ici un faible contrôle sur cet environnement global et plus spécifiquement, ils signalent un défaut d'accompagnement au changement et une mobilité réduite, voire des opportunités d'emploi restreintes qui viennent freiner en effet leur avancement de carrière. Alors on s'est intéressé dans l'étude à la perception des agents, c'est les agents qu'on a en effet questionnés sur ces sujets. On peut faire la symétrie aussi avec les services RH, qui eux aussi quand même sont confrontés à ces difficultés sur les perspectives en effet professionnelles qu'ils peuvent proposer aux agents. Les services RH étant confrontés de plus en plus à des situations professionnelles complexes, d'usure professionnelle qui viennent complexifier les trajectoires professionnelles et qui nécessiteraient des mobilités, un nombre de mobilités accrues pour répondre à ces problématiques-là. Une des réponses, un outil, et je dirais plutôt une boîte à outils pour traiter ce sujet-là dans la mesure du possible, va être d'activer en effet des démarches de GPEC. Voilà, pour tenter de faire converger ces parcours individuels avec les besoins de la collectivité. Donc il faut faire en effet se rencontrer ces deux besoins-là, toujours dans une logique d'employabilité durable des agents. On l'a évoqué tout à l'heure avec l'ancienneté qu'on avait dans la fonction publique. Sur la dernière dimension, moi et mon ressenti au travail, dans la droite lignée des opportunités d'emploi limitées, 70% des répondants à cette étude déclarent vouloir quitter et pouvoir quitter leur collectivité si une meilleure opportunité professionnelle se présentait à eux. Alors ce résultat est extrêmement important dans la mesure où il souligne en effet que les agents territoriaux ont aujourd'hui un attachement plutôt en berne vis-à-vis de leur collectivité. Une désaffection organisationnelle qui s'explique notamment par un faible niveau d'implication organisationnelle des agents. Au-delà de cette faible implication organisationnelle, les agents expriment aussi un fort épuisement professionnel qui pourrait trouver sa source aussi bien dans les surcharges de travail, dans les tensions de rôle, que dans un lien distendu avec leur collectivité.
Ouais, sur l'attachement Berne, en effet, on constate que le sentiment d'appartenance au sein des collectivités doit parfois être renforcé. Une des façons de le renforcer va être de développer des démarches participatives. C'est vrai que ce sentiment d'appartenance va renforcer l'engagement et la fidélisation des agents pour leur collectivité. Il va se développer à travers un certain nombre de pratiques managériales qui vont se mettre en œuvre sur l'ensemble des échelons de la chaîne managériale. Ça va passer notamment par l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants, la communication institutionnelle, la communication en réunion de service transversale, ou encore sur une culture commune par le partage de valeurs au sein de la collectivité. Donc malgré ces ressentis assez négatifs, les agents territoriaux ont quand même des ressentis très positifs vis-à-vis de leur travail, parce qu'ils énoncent en effet, avec une large majorité, un niveau de bien-être au travail relativement important, une satisfaction de leurs besoins, aussi bien d'affiliation, de compétences que d'autonomie, et enfin une estime d'eux-mêmes qui est plutôt grande et qui trouve sa source dans le fait de pouvoir continuer à exercer un travail qui justement leur fait encore sens. Donc les résultats de cette étude nous montrent quand même que les agents aujourd'hui bénéficient d'un environnement de travail qu'on appelle soutenant, dans lequel ils peuvent exercer leur métier avec autonomie. On l'a abordé, un niveau d'autonomie reconnu, une clarté de rôle qui est aussi bien définie et des qualités, des relations interpersonnelles estimées de qualité. Cet environnement de travail perçu comme positif va en effet renforcer la relation entre l'agent et le travail. Pour lui donner un sentiment de performance dans la tâche et de motivation. Voilà. Tous ces phénomènes, ces facteurs vont permettre de développer l'estime de soi, le bien-être au travail des agents et va, dans une boucle vertueuse, permettre en effet de renforcer et de maintenir cet environnement de travail soutenant. Donc, voilà, tous ces facteurs, tous ces éléments montrent que les collectivités aujourd'hui disposent d'un certain nombre de ressources pour aider les agents à exercer leur métier dans de bonnes conditions et vivre leur activité comme une activité, une activité professionnelle positive. Toutefois, les collectivités territoriales possèdent aussi un certain nombre de ressources absentes ou faiblement disponibles, qui viennent entraver la mise en œuvre du travail quotidienne. Cette expérience de travail plutôt négative se caractériserait dans un environnement de travail global qui, lui, est peu soutenant et qui montre plutôt une distance organisationnelle où les agents manifestent en effet une faible confiance envers leur organisation, une justice organisationnelle pas toujours mise en œuvre de manière équitable et un soutien organisationnel plutôt en disparition. Face à cette distance organisationnelle, on a un impact direct sur l'environnement quotidien du travail, avec la naissance de surcharge de rôle, de conflits de rôle, montrant qu'en effet, la distance organisationnelle, à un moment donné, vient mettre à mal le travail quotidien. Cette dégradation de l'environnement du travail direct va venir générer plutôt des ressentis négatifs au travail qui peuvent avoir un impact assez important sur les perceptions positives du travail qu'on a vu avant. Au-delà, ils vont venir générer des ressentis extrêmement négatifs au travail, de l'ordre en effet de l'épuisement, de l'intention de quitter ou de la désaffection envers l'organisation. Des ressentis négatifs qui, encore une fois, vont venir impacter les ressentis positifs perçus précédemment. Il y a donc un juste équilibre à trouver. La littérature, notamment, nous apprenant ici que face à des ressentis positifs et négatifs au travail, on a tendance à valoriser nos ressentis négatifs et donc à refaire sortir plutôt l'expérience négative de travail. Par rapport au présentéisme et à l'absentéisme, on se rend donc compte que le présentéisme qui se manifeste dans la fonction publique territoriale est plutôt un présentéisme professionnel associé à un engouement vis-à-vis de son travail, alors que l'absentéisme qui se manifeste est plutôt un absentéisme de type organisationnel qui montre en effet une désaffection vis-à-vis de sa collectivité, mais surtout un comportement de retrait des agents face aux dysfonctionnements dans lesquels ils sont placés. Pour
pour terminer, c'est ça. Pour terminer, un certain nombre de préconisations managériales ont pu être postulées par rapport à cette étude. Je vais vous en énoncer largement, je vais les énoncer rapidement et sans les détailler, dans le sens de tout ce qui a été dit toute la journée, pour essayer de résoudre un peu la distance organisationnelle. Il s'agit en effet d'impulser davantage de pratiques participatives au sein des collectivités. Cela suppose, au-delà de faire participer les agents et faire qu'ils soient force de proposition, il faut aussi, et c'est ce que dit la participation, leur donner les possibilités d'avoir une compréhension raisonnée du contexte dans lequel ils sont. Cette compréhension raisonnée du contexte passe par un renouveau du pilotage relationnel, où en effet les cadres de proximité notamment sont incités à adopter de nouvelles postures managériales davantage basées sur le sens, la valorisation, la cohérence. Et pour mettre en œuvre ces nouveaux rôles managériaux, il est évident qu'ils doivent être soutenus par leur direction, formés et accompagnés aussi. Une équité managériale doit être aussi mise en œuvre dans le but d'unifier et d'harmoniser les pratiques, en mettant notamment en place des communications transversales entre les métiers, les services et les fonctions support, ce qui permettrait en effet d'avoir non seulement des pratiques d'accompagnement au changement qui soient beaucoup plus cohérentes au regard des situations opérationnelles et des tensions opérationnelles, mais cela permettrait aussi, d'un point de vue de la communication interne, d'avoir des informations qui soient beaucoup plus appropriées et beaucoup moins incohérentes. Sur la charge de travail, Cyril l'a évoqué, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences apparaît en effet aussi comme un outil incontournable ici, parce que cet outil permet en effet de pouvoir anticiper les évolutions des métiers, former les agents à ces évolutions de métiers et simultanément aux collectivités de pouvoir anticiper leurs besoins et au-delà détecter face à l'évolution des métiers justement les potentiels des agents et anticiper sur les formes de mobilité aussi bien internes qu'externes. Dans l'ensemble, vous comprenez bien que ces pratiques et ces préconisations vont agir indirectement sur la réduction de l'épuisement professionnel ou l'intention des agents de quitter leur collectivité et accroître leur attachement affectif envers cette dernière. Juste le petit point conclusif, du coup, cette première étude a pour objectif d'aller vers des analyses beaucoup plus compréhensives sur les différentes dimensions et variables de l'étude ici. Et à titre d'exemple, plusieurs études ont déjà été produites, notamment sur la compréhension de l'absentéisme et le rôle du soutien organisationnel perçu, de la satisfaction et de l'implication organisationnelle sur l'absentéisme. Et d'autres études ont été produites, notamment sur le rôle de la justice organisationnelle dans leur contribution au bien-être au travail et à la motivation. Merci de votre écoute. Tu as quelque chose à rajouter ? Merci pour la présentation de cette étude qui a duré plus de 6 mois. C'est à vous de poser des questions. Maintenant, j'en ai reçu un certain nombre par SMS, mais la parole est à vous. On a une question ici. On va commencer. Merci. Pascal Morat, maire de Gelos, dans le 64. J'ai une question par rapport à l'étude. Merci d'abord pour la présentation qui était très claire. J'ai 2 petites questions. La première, c'est est-ce que vous pouvez nous parler très brièvement du panel des agents qui ont répondu, quel profil ils ont, et parce que je suis quand même très étonné de certains chiffres. Et le second, c'est la question du regard inversé. C'est-à-dire, souvent, on fait des études par rapport au ressenti des agents, mais seriez-vous... est-ce qu'il ne serait pas opportun de faire une étude sur le ressenti des élus ? Donc sur le panel des agents, on est sur 62,2% de femmes. On a à peu près de tête moins de 30% des agents qui ont moins de 30 ans. On est sur plus de la moitié des répondants qui sont de catégorie A, donc une sous-représentation des catégories B et C, là, clairement, dans l'étude, avec qui peut être une limite potentielle.
On a 66% des agents qui exercent dans des communes. Et il me semble qu'on est sur un peu plus de 50% qui exercent dans des collectivités de plus de 50 000 habitants. Voilà. Après, sur les élus, peut-être pour compléter, à moins que... Vas-y, monsieur Clèche. Alors, moi, un commentaire par rapport à votre question sur les chiffres. C'est vrai que moi, j'ai présenté quelques chiffres. Pour étayer la présentation, je me suis appuyé sur le panorama Sofaxis qui s'appuie sur un observatoire, 18 000 collectivités territoriales et 800 000 agents territoriaux. Après, sur les élus, c'est une question intéressante. C'est vrai qu'on peut considérer aussi qu'ils sont au travail en collectivité et on pourrait les questionner sur la qualité de vie au travail. On l'a eu fait, alors pas sur des échantillons aussi importants que ça, et on peut s'apercevoir quelquefois de décalage de perception entre des acteurs élus, des acteurs agents administratifs. Donc là, c'était typiquement une étude sur la partie agent. Et je pense qu'il serait assez intéressant aussi de mesurer ces perceptions sur l'implication organisationnelle, le bien-être des élus, notamment dans des communes rurales ou de petite taille, où l'implication est très forte. Je ne dis pas que dans les grandes collectivités, l'implication est moins, mais je sais que dans les petites communes, ça peut être le cas. C'est pour l'instant une étude qu'on n'a pas menée, mais pourquoi pas dans le futur. C'est vrai que dans les prolongements de cette étude purement quantitative, qui a ses limites, on avait prévu d'aller vers des études qualitatives pour confronter en effet nos statistiques au discours des agents. Et il serait intéressant d'inclure les élus dans cette étude qualitative, en effet. Est-ce qu'il y a des questions? Il y avait M. Vautier qui m'a fait un SMS, peut-être peut-il poser sa question en direct? En attendant qu'il récupère le micro, je vais il m'a donné l'autorisation de le citer, attention. En attendant qu'il récupère le micro, je vais corriger ce que j'ai dit sur l'échantillon, c'est 400 000 agents territoriaux. Et sur le fait de confronter en effet le regard des agents, en termes de retour d'expérience sur les démarches de qualité de vie au travail qu'on mène auprès des collectivités, c'est vrai que c'est des choses qu'on intègre. C'est-à-dire qu'on va questionner en effet les agents par le biais d'enquêtes, par le biais d'entretiens individuels ou collectifs, et qu'il faut en effet un regard croisé pour objectiver aussi un certain nombre d'éléments qui sont remontés. Donc il y a en effet cette vigilance à avoir avant de co-construire des plans d'action. Oui, moi, ma question elle s'adresse, je pense, plus spécifiquement à Marie-Gérard Courreau, qui a priori a une visibilité sur beaucoup de collectivités. Bon, moi, clairement, je souscris à l'intérêt de la nécessité d'innover dans les processus RH. Néanmoins, et en lien peut-être avec la dernière intervention, on voit qu'il y a des motifs d'insatisfaction des agents. Et quelque part dans ces collectivités où il y a l'innovation RH, où, a priori, ça induit un coût. C'est-à-dire on y affecte des cadres A, on fait du mobilier de plus grande qualité, souvent pour des cadres. Est-ce qu'on a évalué la plus-value de ces innovations réelles par rapport au ressenti des agents? Et vraiment, je m'interroge, c'est ouvert, c'est actuellement, est-ce qu'il n'y a pas, c'est une vraie question, une contradiction possible entre innover dans les fonctions RH, alors que de notre côté, les collectivités, certaines ont du mal, par exemple, à faire des choses simples, c'est-à-dire reclasser des agents qui sont devenus inaptes. On a une problématique ici ou là sur la formation, puisque le CNFPT, notamment, parfois, n'est moins en mesure d'honorer les besoins de formation des collectivités. On a des services publics ou des actions à destination des usagers, ici ou là, qui disparaissent, parce que les collectivités doivent faire des choix, elles rationalisent. Est-ce que donc, dans ces collectivités où il y a l'innovation RH, est-ce que cette innovation est bien perçue par ceux qui n'en bénéficient peut-être un peu moins que les autres, c'est-à-dire les usagers, ou peut-être certains catégories C, qui sont sur le terrain, sur des métiers difficiles, je pense à ceux qui sont sur les routes par exemple, ou qui sont à manipuler des produits dangereux, à moins qu'ils bénéficient eux également des innovations RH. Mais moi je m'interroge sur une possible, je ne dis pas qu'il y en a une, difficulté d'acceptation de ces innovations pour ceux qui en bénéficient moins que les autres. Alors, sur ce que j'ai pu observer, sur les catégories qui bénéficient de ces innovations, pour la plupart des collectivités, c'est ouvert à tous les agents. Par exemple, sur la Fabrique 67 sur le Bas-Rhin, tout agent avait la possibilité d'y contribuer, de l'agent catégorie C à l'agent catégorie A. Pareil sur la mairie de Paris,
puisque l'agent qui a monté sa start-up, c'était un catégorie B. Donc voilà, c'était vraiment ouvert à tout agent. Après, le bémol que vous mettez peut être un peu vrai sur, je pense, voyagesncf.com, parce que là, spécifiquement, on est sur des gens qui travaillent dans les bureaux. On n'est pas sur des gens qui sont sur les lignes. Enfin voilà. Donc du coup, c'est quand même plutôt des cadres qui travaillent dans ce bâtiment et qui ont accès à cette innovation. Néanmoins, je sais que sur SNCF, il y a eu tout un programme d'accompagnement sur la digitalisation des gens qui travaillent sur les voies, puisque maintenant, ils ont des indicateurs qui sont digitalisés directement, par exemple en matière d'entretien des voies, et pouvoir évaluer l'obsolescence du matériel roulant ou des rails, par exemple. Voilà. Donc, en général, quand même, ça touche toutes les catégories d'agents, et c'est pas spécifiquement, j'ai pas remarqué une collectivité où c'était réservé aux cadres. Au contraire, c'est le principe sur l'empowerment, c'est vraiment d'associer l'ensemble des agents et de penser des solutions et de penser des propositions, même en termes d'information, qui s'adressent jusqu'à l'agent voilà, qui travaille en direct avec le public, qui est sur des fonctions plus d'exécution. Ensuite, peut-être juste pour vous répondre sur le lien absentéisme et innovation, l'absentéisme pose en effet clairement le coût humain de l'innovation. Et j'ai envie de vous dire, quelque part, ce n'est pas tant l'innovation qui génère du mal-être, ce sont ces mises en œuvre. Et dans ces mises en œuvre, sur la participation notamment, il y a participation et participation. Dans énormément de collectivités, il y a des agents qui ont le sentiment d'être constamment dans des groupes de travail, d'être dans des réunions d'échange, justement, et qui, à un moment donné, font le retour de dire bah oui, mais en fait, on participe, on énonce plein de choses, l'ascenseur monte, mais il ne redescend jamais. Et du coup, il y a des formes participatives qui peuvent décourager, en effet, et qui font qu'au bout d'un moment, on n'a plus envie de participer. Parce que il y a encore une fois un dysfonctionnement organisationnel sur la perception de la participation. Peut-être une question pour compléter à Madame Lacaze sur les valeurs ajoutées. Vous, on en a déjà discuté, mais partagez cette discussion au public. La valeur ajoutée, les premières perceptions, parce que la démarche en est à son début, mais ça fait déjà à peu près 6 mois qu'on travaille de manière ouverte et collaborative. Et quelles sont les premières valeurs ajoutées que vous avez perçues, notamment par rapport à l'ambition de départ, qui était celle de la ville ? Alors très clairement, la première chose qui est sortie, c'est le plaisir et le bonheur d'avoir un temps d'échange et dédié à la connaissance des uns des autres. C'est vrai que je pense que ça faisait des années que l'ensemble des personnes concernées n'avaient pas pris un repas ensemble, ne serait-ce que ça, ce qui était assez simpliste, mais en fait c'était déjà un gros progrès. Après, je trouve que globalement, que ce soit parmi les groupes projets qui fonctionnent, mais notamment à travers les pilotes et les discussions que j'ai avec eux, c'est que globalement, il y a un désir et une volonté de bien faire extraordinaire. C'est-à-dire qu'avec certains, je suis obligée quand même de leur expliquer que sur les fiches actions qu'ils sont en train de faire, on ne leur demande pas d'aller jusqu'à la réalisation finale tout de suite, parce qu'ils sont déjà, pour certains, dans ce genre de démarche. Donc en fait, en gros, quand même, beaucoup de choses se passent à ce niveau-là, avec aussi cette espèce de prise en compte d'autonomie que pour certains on avait perdu en fait, voilà, parce qu'on avait un système de fonctionnement assez hiérarchisé et puis assez vertical. Et cette espèce de découverte du fait que entre nous, en dehors de notre hiérarchie, on peut aussi commencer à discuter d'orientations qui vont être mises en application au niveau des collectivités, des 3 collectivités. Donc on est au début d'une démarche d'autonomisation, de liberté un petit peu, qui permet aussi de se connaître et donc de libérer un petit peu les forces vives. Le lien entre les deux présentations, c'est vrai que ça peut paraître assez simple, la démarche Innovabrive, le fait d'imaginer mettre en commun des cadres autour d'une table alors qu'on est sur des collectivités de taille qui ne sont pas forcément énormes en nombre d'agents. Mais en fait, on agit sur les leviers que Fatima et Cyril évoquaient tout à l'heure, c'est ne serait-ce que le contrôle. C'est-à-dire que les faire participer, leur dire vous allez mettre en place des innovations particulières, c'est vous qui allez les choisir. Bon, ils vont être présentés aux élus, c'est eux qui décideront, mais une fois que ce sera décidé, c'est vous qui allez faire. Mais finalement, ils sont partie prenante de
de leur action et ils agissent sur leur fonctionnement quotidien. Donc c'est aussi un élément, un levier, même si ça peut paraître simple, sur lesquels on va pouvoir agir. Dans l'intervention, je voulais revenir sur l'absentéisme. Ce qui me semble intéressant, c'est qu'on est parti d'un contexte, il y a quelques années, me semble-t-il, où quand on voulait comprendre l'absentéisme, on agissait surtout sur des leviers individuels. C'est-à-dire que si la personne est absente, c'est parce que c'est sa faute. Elle ne veut pas être là. Ce que je trouve intéressant dans l'étude, et qu'on va essayer de modéliser, même statistiquement, c'est montrer en fait que c'est plus compliqué que ça. C'est qu'avant les leviers individuels, parce que bien sûr pour être absent il faut le décider, mais il y a peut-être des leviers organisationnels. Et l'origine de cet absentéisme peut être une cause organisationnelle, et en agissant sur ces leviers organisationnels, par exemple le soutien, la confiance, la communication, le dialogue, la participation, etc., on peut indirectement agir sur le levier individuel. Et donc c'est ce qu'on essaie de montrer, c'est finalement en quoi une amélioration des modes de management dans la collectivité va agir sur le niveau de l'absentéisme qui peut, dans certaines collectivités, représenter des montants financiers qui ne sont pas du tout neutres. J'en discutais récemment avec le DGS de la ville de Pau qui nous disait sur ville et agglo, 2500 gens, coût 2 millions d'euros annuels. C'est vraiment pas neutre, donc ça vaut peut-être le coup aussi d'agir sur ces leviers organisationnels. Pour rebondir sur ce que tu disais, sur l'absentéisme ponctuel notamment, qui est un absentéisme volontaire, clairement la littérature ici, et c'est ça qui est intéressant, dit que l'absentéisme, ça peut être aussi une volonté de ne pas être présent sur son lieu de travail, mais pas parce que ça nous fait plaisir de ne pas être présent, mais pour pouvoir échapper justement à un moment donné à un certain nombre de dysfonctionnements organisationnels qui viennent réduire les ressentis positifs qu'on peut avoir au travail et qui permettent pour le coup, l'absentéisme pour le coup là serait vu comme une manière de se protéger vraiment, de garder des ressentis positifs et de continuer à être performant dans son travail. Donc ça peut être aussi, bien que ça soit un absentéisme volontaire, une manière de se préserver clairement. Une dernière question peut-être. Oui, pardon. Juste pour rester dans on a la chance d'avoir un courtier. Vous voulez revenir, monsieur Ortega, c'est ça? Non, je ne reviens pas, mais on a la chance d'avoir un courtier sur ces questions-là. On a la chance d'avoir un universitaire. Dans la manière dont on traite la question de l'absentéisme, l'indicateur, le déclencheur, c'est la question de comment médicalement la situation est signalée. Alors la question, elle va très vite arriver. Y a-t-il un chiffre noir, un chiffre gris? La question que vous traduisez, madame, en disant se déclarer volontairement en situation d'absence au travail, sauf qu'il y a un tiers là-dedans. Le tiers, c'est le médecin qui va venir légitimer le fait qu'il y a une lecture qui fait que la personne est légitimement absente au travail. On a une donnée extrêmement molle au niveau scientifique. C'est-à-dire que chaque médecin a sa propre lecture du fait que cette personne peut aller au travail, peut ne pas y aller, pour des enjeux qui parfois dépassent la question purement physique, médicale, etc., etc. Il y a quand même un petit marché sur la question de la médecine, on parle bien de patientèle, n'est-ce pas? Donc voilà, moi c'est, est-ce qu'il y a des travaux sérieux qui ont été menés sur ces questions-là? Il n'y a pas de mauvaises idées dans mon esprit, même si je ne vous cache pas qu'en tant que manager, il y a quand même parfois des temps où il y a quand même des points d'agacement assez importants, et jusqu'où l'institution, dans sa capacité à générer un système bienveillant vis-à-vis de l'agent, est-elle responsable de ces situations, Voilà. Alors des travaux, il y en a énormément, peu sur la fonction publique territoriale, mais sur la question de l'absentéisme et de ses déterminants et de ses mécanismes de fonctionnement, il y en a énormément. Pour répondre à votre dernière question sur de quelle manière un management bienveillant peut aussi susciter, par exemple, de l'absentéisme, sur la question notamment, par exemple, du soutien organisationnel, un certain nombre d'études montrent que le fait pour un individu au travail de se sentir soutenu et d'avoir des formes de justice organisationnelle le conduisent à une sorte de responsabilité au travail vis-à-vis de son manager qui peut être, par exemple, intenable sur le long terme. Et qui, du coup, on revient sur ce mécanisme en fait, entre présentéisme et absentéisme, et où, du coup, quelque part, un management bienveillant
conduirait à une certaine forme de présentéisme au travail, mais si on n'est pas vigilant en tant que manager à ce présentéisme, on pourra, par notre bienveillance, aboutir à de l'absentéisme médical. Notamment dans certaines procédures de gestion aussi des ressources humaines. Je pense aux pratiques, je pense aux mobilités restreintes, je pense aux dispositifs d'ajustement salariaux, par exemple, tels que la rémunération à la performance, tels que la valorisation financière des présences ou la sanction des absences, qui poussent à ces formes de présentéisme au travail, qui poussent à des comportements opportunistes au travail et qui, sur le long terme, en effet, génèrent de l'absentéisme médical. Donc il faut, dans nos mesures, qu'on soit très attentif à jauger systématiquement de quelle manière on peut venir dégrader tout en essayant d'être bienveillant. Je vous propose qu'on arrête là, qu'on remercie nos intervenants. On essaie de rattraper un peu le temps perdu. Je suis désolé. Merci beaucoup.